Enregistrement. Voilà, c'est bon. Merci pour votre patience d'avance. Donc, bienvenue à cette 8e TEDx. Aujourd'hui, on reçoit Quentin Adam et Horacio Gonzalez. Donc, merci à eux de se joindre à nous. Ce n'est pas évident. Ils ont tous les deux des plannings ultra chargés, notamment en ce moment. Donc, qu'est-ce que la TEDx pour les nombreuses personnes qui nous rejoignent pour la première fois? On est basé à Tours, encore plus depuis qu'on est en mode confinement. Et l'objectif de TEDx, c'est une association qui vise à partager des présentations, des ateliers, des conférences, tout un tas de choses autour de l'agilité et du DevOps. Donc, c'est une conférence qui est vraiment ouverte à tout type d'intervenants. Si vous-même vous êtes intéressé pour tester et approuver une présentation, n'hésitez pas à le proposer. C'est l'occasion aussi. Donc, on est toute jeune comme association. On existe depuis un peu moins d'1 an. D'où la 8e ce mois-ci. On tient bon, le confinement ne nous fait pas peur. Il y a même une autre TEDx qui est prévue pour le mois de juin. Donc voilà, restez connectés. Alors, nos sponsors, ceux qui habituellement nous aident à mettre en place tout ça. Là, on n'en a pas forcément besoin d'eux aujourd'hui parce qu'on est en mode at home. Mais c'est important de les citer. C'est eux qui nous ont aidés à mettre en place les premières TEDx. Donc, c'est MAM, la Wild Code School, Palo Alto, AppSeedTop et Ascensi. Donc, merci à eux de nous soutenir et de continuer à nous soutenir aujourd'hui. Donc, je l'ai précisé, cette séance sera filmée. N'hésitez pas à faire disparaître vos bouilles si ça vous dérange. D'habitude, une collation est proposée à la fin. Je suis désolée. Je vous invite à aller chercher un paquet de chips et à continuer de vous mettre en mute pour pouvoir voilà, manger tout en écoutant. C'est aussi un avantage de la visioconférence. Pour les dates à venir, alors, c'est un peu vide. D'habitude, il y a beaucoup plus de choses. Déjà, nous, on fera notre dernière le 16 juin pour cette année. On prend un off en juillet et en août avant de recommencer en septembre une nouvelle année. Et on recevra Olivier Jacques qui viendra nous parler notamment VSM. Donc voilà, on enverra les invitations sur Eventbrite comme on l'a fait là pour Quentin. Le 3 juillet a lieu la FUB des Tours. Donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui se passe, qui aurait dû se passer à Tours et qui se passera en visio. C'est maintenu, donc vous êtes les bienvenus. En ce qui concerne le reste de nos petits copains et copines d'association, le Tour Jug et la FUB Tour ont l'habitude de prévoir des choses sur la région. Le calendrier est un peu vide pour l'instant, mais je vous invite vraiment à rester à l'écoute de ce qu'ils peuvent proposer. Eux, ils passent par Meetup. Donc voilà, si vous voulez vous mettre une petite alerte, vous êtes bien invités à le faire. Qui sommes-nous plus particulièrement? Donc, il y a Stéphane à ma gauche et moi-même qui sommes les fondateurs de TEDx. N'hésitez pas, du coup, à venir piocher des informations sur notre site internet, à vous abonner à notre fil Twitter pour voilà, avoir des informations ou même nous proposer des informations. On est vraiment preneurs. On aime le partage sur des sujets qui nous intéressent. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y a un CFP aussi, si vous voulez proposer directement une idée. N'hésitez pas à proposer pour partager, c'est le but de l'asso. Le lien est directement sur le site. site. Tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Quentin et le dessin à Horacio. Avant, si vous avez des questions, vous êtes invités à les écrire sur la conversation qui est associée à Zoom. Et nous, on se chargera de les transmettre pour pas que ça fasse un brouhaha géant de 100 personnes. Merci beaucoup. Et puis donc, Horacio, je te laisse la main pour le partage d'écran, si vous êtes prêts, tous les deux. On est nickel prêt. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse, je n'ai pas de slide. Et vous allez le voir, je suis plutôt sur… j'ai quelques points décrits dans un fichier, hein, donc je sais où je vais à peu près. Mais j'ai été un peu débordé par rapport à ce que j'avais prévu dans cette journée. Et du coup, bon, je ne vous le cache pas, ça va être un petit peu de l'impro, parce que ce que j'avais prévu de faire à la base, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai décidé récemment que j'allais me mettre à faire de l'industrie. Et du coup, ça me prend un peu de temps. Mais globalement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud.
Donc, l'Evercloud, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, les gens peuvent juste pousser du code et toute la gestion des serveurs vont être faits automatiquement. C'est-à-dire que le code va se déployer, mais le monitoring va se faire autour, etc. etc. Et en fait, ça fait qu'il n'y a pas de mise à jour de système à faire, etc. Et ça permet de rendre le déploiement complètement plus, plus simple. Donc, tu gagnes du temps. C'est un point qui est très important parce que comme on va le voir, en fait, cette automatisation, euh, elle est, euh, elle est, elle est importante dans la notion de management que j'ai. Si vous ne connaissez pas Clever Cloud, il faut l'essayer. C'est probablement la meilleure plateforme pour faire du cloud aujourd'hui en France, même si Horatio est un mec trop cool qui va chez OVH. Peut-être Horatio, tu veux dire 2 mots sur ce que tu fais dans la vie, parce que du coup, j'ai embarqué. Donc, il y a 2 heures, j'ai appelé Horatio en lui disant faisons une expérience. En fait, il y a quelques années, Horatio m'a lancé sur une scène à Bracecamp en disant je t'ai fait des slides, tu ne les connais pas, vas-y, démerde-toi, c'est la keynote de clôture. Donc, cette fois, j'ai appelé Horatio et je lui ai dit je vais parler et toi, tu vas faire mes slides et vas-y, démerde-toi. Tu vois, En je sais que gros, c'est un bon c'est un peu le pratiquement. réciproque, sauf que cette fois, c'est inédit parce que je pense que je ne sais pas de quoi il va parler et il est en train de décider à ce moment, pendant qu'il boit sa bouteille d'eau, de quoi il va parler exactement. Donc, c'est vraiment un exercice inédit. Donc, moi, c'est Horacio González, petit accent, je suis espagnol, mais j'habite à Brest et je m'occupe des relations avec les développeurs chez OVH Cloud. Et c'est aussi le gars qui fait les dessins dans les blogs d'OVH. C'est pour ça que Quentin a pensé à moi pour les donner un coup de main ce soir. Ok, donc petit disclaimer rapide. Je vais essentiellement parler de choses qui sont liées à des CSP+. C'est-à-dire que mon expérience de management, ma connaissance de management et tout ce que je peux vous raconter d'autre sur soit du management, soit du travail en distanciel, c'est essentiellement du boulot qui se fait avec des jobs où, même si parfois les gens les ressentent comme des contraintes, je ne dis pas que tout le monde est heureux de bosser dans cette job-là, il y a des tas d'endroits où on n'est pas heureux de faire cette job-là parce que X raisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des jobs qui ne sont pas des contraintes fondamentales sur les gens. Je ne sais pas faire travailler les gens dans des contextes de totale démotivation où les gens sont juste là pour manger. Je ne sais pas le faire en fait. Et donc, c'est pour ça que la seule chose que je vais pouvoir vous proposer, c'est ce type de gens. Et donc, je suis absolument désolé si parfois ça peut heurter votre sensibilité en disant, mais va raconter ça à la caissière qui se fait chier, qui a 14 gamins. Souvent, on me dit ça quand j'interviens sur du management ou du recrutement. On me dit, oui, mais c'est pas réaliste dans le contexte ce que tu racontes. C'est réaliste dans mon contexte et je n'ai pas envie de vous dire que c'est valable pour tous les contextes. Je pense qu'il y a des bouts qui sont valables et d'autres qui ne le sont pas valables. Et sachez que je suis désolé qu'il y ait des gens qui n'aiment pas leur travail et qui n'aiment pas leur vie. Je ne peux pas les aider à chaque fois, en fait. Moi, je vais essayer de faire quelque chose pour les contextes où j'y comprends quelque chose. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis. Très souvent, quand on parle de management et de travail, en fait, l'essentiel, il est de travailler ensemble. Et ça, même si récemment il a un peu merdé, Elon Musk est quand même un des personnages qui a créé des choses les plus enthousiasmantes de notre temps. C'est quelqu'un à qui, quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qui encore est difficile parfois pour Elon Musk, il répond, parfois j'ai du mal à faire travailler 2 personnes ensemble. Et ça, en fait, c'est particulièrement vrai parce que pour travailler ensemble, il se passe quelque chose qui peut se synthétiser même sous une forme informatique, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est qu'il faut faire du transfert d'informations. En fait, travailler ensemble, c'est processer de l'information dans son côté et la donner à quelqu'un d'autre pour qu'il soit capable de le processer lui aussi. Et en fait, ce transfert d'informations-là, il a un énorme problème, c'est la limite dans le temps avec laquelle on est capable de processer de l'information. Et le transfert d'informations, c'est lent. Il y a une étude qui est très intéressante, qui est parue là, je vous mets le lien là dans le chat. C'est une étude qui vous explique que chaque langue parlée, en fait, finit toujours plus ou moins à permettre de transférer 39 bits secondes d'informations. Et que, en fait, même les langues les plus efficaces, la façon dont on les parle, qu'on finit toujours plus ou moins à 39 bits secondes d'information. Ce qui veut dire que dans un contexte où on va avoir des besoins de s'informer rapidement, il y a beaucoup de choses qui vont passer par du non-verbal. Et c'est pour ça que parfois l'information en distanciel, elle pose énormément de problèmes, parce que travailler en distanciel avec des gens, c'est se priver de ce référentiel d'information non verbale
qui est la communication non verbale que vous pouvez avoir le reste du temps. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de m'exprimer là, mais ça veut dire que, en fait, les 3/4 du temps, ce que les gens veulent dire, ils ne le disent pas, l'information se transfère autrement. Et quand vous faites du distanciel avec des gens qui ne sont pas habitués à faire du distanciel, ben en fait, ça casse. Et donc, si vous ne prenez que les dimensions verbales de votre communication dans votre transfert d'informations, eh ben en fait, vous êtes foutu. C'est pour ça que ce qui est important à comprendre, c'est que la plupart du temps, dans une information, ce qui est important, c'est le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est ce qui amène à votre discussion. Et ça, c'est quelque chose que j'explique très, très, très souvent quand j'explique aux gens comment pitcher leur boîte auprès d'investisseurs, par exemple. C'est que quand on bosse à fond sur un sujet, on en oublie complètement qu'on a absorbé et complètement intellectualisé le contexte. Et en fait, le contexte, c'est le truc qu'il faut transférer aux gens pour qu'ils soient capables de vous comprendre. Et plus leur distance culturelle va être grande, plus le contexte que vous avez à transférer est massif. Et plus le fait que vous soyez en non-verbal, enfin en non-présentiel, va être un problème du coup de contexte et qu'il va falloir être capable de traiter. Je m'explique. Imaginons que je vous dise, prenons un exemple d'une de mes activités récentes, j'ai décidé de construire des respirateurs artificiels. Vous dites, OK, pourquoi ce mec décide de faire ça? Ça n'a pas de sens. Si je vous dis, on a une pandémie mondiale, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Pour énormément de gens, cette pandémie, c'est une maladie relativement bénigne, voire asymptomatique. Et pour une toute petite fraction des gens, ça va finir en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et en fait, cette pandémie, elle est pandémique parce que ce virus se répand tellement vite que la toute petite fraction fait en fait en valeur absolue beaucoup de gens, beaucoup plus que ce que les services de santé mondiaux ont l'habitude de traiter en syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est un truc assez rare en fait. On ne peut pas en vouloir aux services d'urgence de ne pas avoir l'équipement pour traiter des dizaines et des dizaines de personnes sur le sujet, parce qu'en fait, ça ne sert jamais. Donc, j'ai décidé de créer des ventilateurs mécaniques. Vous voyez la différence de l'impact de ma proposition entre j'ai décidé de créer des ventilateurs mécaniques et je vous donne un contexte qui est un contexte permanent. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus, sur le contexte? Eh bien, quasiment tout le temps, quand vous vous engueulez avec quelqu'un dans votre boulot, c'est que vous ne lui donnez pas votre contexte. Et donc, en général, quand vous accusez quelqu'un de manque d'empathie, c'est qu'en fait, vous ne lui avez pas donné les capacités d'être empathique envers vous. La capacité d'être empathique, c'est le moment où vous prenez justement cette notion de contexte et vous la livrez aux gens et vous leur permettez d'être opérationnels sur cette notion de contexte. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important de comprendre cette problématique de contexte? Parce qu'en fait, quand vous allez travailler en distanciel, ça veut dire que vous avez l'opportunité d'exprimer clairement le contexte. Quand vous êtes en one-to-one, le contexte il est non verbal. Quand vous êtes en distanciel, vous avez l'opportunité d'exprimer clairement ce contexte et d'expliquer clairement ce qui se passe. À chaque fois que vous ne le faites pas, ça peut partir en cacahuète. Je vous donne un exemple simple. La semaine dernière, il y avait un truc que je trouvais mal rangé dans les outils de Clever Cloud. Ça me gonfle. Je me dis, je vais commencer à ranger, les autres vont me suivre. Problème, je ne savais pas. La capacité à ranger ce bordel n'était donnée qu'au super admin. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à ranger et ça a été vécu comme une agression par les gens qui bossent avec moi, puisque eux, en fait, n'avaient pas la capacité de remettre les choses aux bons endroits. Moi, j'ai lancé, vous voyez, cette espèce de fin de soirée où l'appart est dégueulasse et il faut ranger. Moi, pour moi, j'avais commencé à prendre des verres et ranger. Mais non, en fait, vu de leur fenêtre, c'était affreux. Et en fait, c'est parti en clash en une demi-journée avec des gens qui étaient très pas contents. Parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas leur contact, je n'avais pas fait attention. Dans le cas présent, c'est de ma faute. J'aurais dû regarder s'ils avaient les droits de le faire. Mais en fait, au lieu de moi clairement expliquer ce qui se passait, où je disais il allait falloir ranger, j'ai envoyé ce mail-là 6 heures plus tard. Les esprits s'étaient échauffés. Ce n'était pas intéressant. Alors j'aurais dit, pour moi, c'était le bordel. La première réponse qu'on me faisait, t'es sympa, mais on ne peut pas ranger. Et en fait, c'est sur que des conneries comme ça que les choses vont se construire, que les désaccords vont se construire dans une boîte. Ça veut dire que vous devez passer votre temps à expliquer aux gens comment construire le contexte. Et plus vous allez construire le contexte de façon écrite, plus l'information contextuelle, qui en fait a énormément de valeur,
va devenir de la richesse pour votre boîte. Et c'est le moment où en fait le distanciel devient intéressant pour la boîte. Et ça se voit. Vous prenez un projet comme le projet Linux, c'est des gens, ils travaillent sur des batchs de 3 mois. Donc, le kernel Linux est réalisé tous les 3 mois. Et vous avez 1200 développeurs qui collaborent à chaque itération. Et en fait, ces gens-là ne se rencontrent jamais, ne se parlent jamais. Ce qui veut dire que leur capacité à documenter leur contexte est forte. Et ça, c'est vrai parce que vous regardez les méthodologies de documentation de l'open source, Git, et ce modèle-là documentaire, c'est un modèle documentaire qui fonctionne. C'est pour ça que quand on a créé Clever Cloud, on s'est basé que là-dessus. Et chez Clever, on est remote first dans le sens où tu ne viens pas au bureau parce qu'on t'a demandé de venir au bureau. Tu viens au bureau parce qu'au bureau, les fauteuils sont confortables, l'Internet est de qualité, le café est bon, tu vois des gens que tu aimes bien parce qu'on a bien choisi tes collègues, mais tu ne viens pas au boulot parce que je t'ai demandé de venir. Le bureau, c'est un outil qui permet aux gens d'être plus productifs parce qu'on leur fournit des machines-outils, si vous voulez, de production intellectuelle disponibles. Mais ce n'est pas du tout un truc qui est fait pour être une contrainte. D'ailleurs, les gens bossent de chez eux et bossent quand ils veulent chez Clever. Je n'ai pas envie de… Enfin, moi, je ne suis pas là pour faire la police et je n'ai pas envie d'expliquer aux gens quoi faire dans leur vie. Et ça, je pense que dans tous les boulots de production intellectuelle, c'est vrai pour la plupart des gens. On n'a pas besoin, dans la plupart des cas, de leur expliquer quand est-ce qu'ils doivent boulot. Donc, je répète, manager des gens, c'est essentiellement travailler sur du transfert d'informations. Et le transfert d'informations, en fait, une fois que tu as compris qu'une grosse partie du transfert d'informations était contextuelle, bah, en fait, dans ton boulot distanciel, tu vas utiliser un transfert d'informations contextuel. Ça, je propose de le mettre dans un coin et d'y revenir un peu plus tard. Est-ce que déjà toute cette partie-là vous va ou est-ce qu'il y en a qui ont envie de discuter de ce point-là et de poser une question ou un truc? Parce que c'est très étrange. J'ai l'impression de me retrouver tout seul à parler devant mon ordinateur en regardant Horacio faire des dessins. Est-ce que je suis en train de perdre tout le monde ou est-ce que c'est un minimum pertinent? L'exercice n'est pas simple, hein. On te comprend. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir des questions. Ça a l'air d'être plutôt bien suivi. Voilà, c'est pertinent, en phase, très clair. Okay. Ça va. Après, vous avez le droit de poser des questions sur ce qu'il vient de dire un peu après aussi. Hein. Ouais. Le temps que ça mature. Ok. Du coup, pour moi, le rôle de manager, il a évolué dans ces 15 dernières années. En fait, on est passé d'un rôle où le rôle du manager, c'était d'avoir l'information, de répartir l'information, à un rôle où le rôle du manager, c'est littéralement pour moi de répartir le boulot. En fait, pour moi, le manager, c'est vraiment le scheduler du boulot en groupe. Et c'est là où je reviens sur mon idée de travail à deux, c'est un problème d'échange d'informations. Si vous faites de la spécialité en système distribué, vous vous rendez compte qu'en fait, un système à 1, ça fonctionne très bien. C'est pour ça que parfois, il y a certaines personnes qui sont très productives toutes seules. Parce qu'en fait, elles contiennent la totalité de l'information, des process y menant, et donc du coup, ils produisent tout. Le problème, c'est quand tu as des choses trop compliquées pour être fait à 1, par exemple ça, c'est beaucoup trop compliqué pour être fait par une seule personne, eh ben, il va falloir partager l'information. Et quand on fait du système distribué, on se rend compte très vite que l'énorme problème d'un système distribué, c'est que le partage d'informations, ça crée des locks, ça crée des frottements, ça crée des points d'ancrage qui sont un peu compliqués. Et en fait, ça crée des moments où on doit transférer l'info. Et en fait, si vous prenez deux choses qui doivent se synchroniser, vous voyez bien que si machin a une info et doit la transmettre à machin, si par exemple c'est votre compte en banque et qu'il est réparti sur deux serveurs, si vous voulez faire un retrait, il faut d'abord que lui, il demande à lui s'il a la capacité de faire le retrait et lui va ensuite répondre à lui qu'il a la capacité et de renvoyer. C'est beaucoup plus lent qu'à 1. Vous faites la même chose avec 100 serveurs, donc, ou par exemple 100 personnes. Ça veut dire que le processus de circulation de l'information, il va vous coûter du temps. C'est pour ça que toutes les grosses organisations sont nécessairement moins agiles que des petites organisations parce qu'elles payent le coût temporel. Et c'est la même chose avec les clusters en informatique. C'est qu'en fait, tu vas faire baisser l'efficacité de chaque nœud, donc de chaque humain dans une organisation, parce que tu as ce coût en fait, temporel de synchronisation des nœuds. Ça veut dire qu'en tant que manager, ton rôle de scheduler, c'est être capable de savoir quelle information circule entre quelles personnes, quel est le bon modèle de diffusion de l'information,
Et comme en fait la confiance n'est pas nécessairement parfaite en permanence, tu ne peux pas juste absorber toute l'information, la recracher en top-down. Ça veut dire que parfois, tu dois te débrouiller pour qu'une information elle fasse le tour au bon endroit. Ça veut dire que parfois, tu dois te débrouiller pour que machin aille dire à machin une information. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, l'information ne circule pas du bon moyen. Et en fait, en tant que manager, tu es littéralement un switch. En fait, tu es là pour scheduler l'ensemble des ressources et tous les managers qui se voient dans des positions de je sais des trucs et je fais de la rétention d'informations, je la lâche je fais une rétention partielle, je la lâche aux bonnes personnes et on voit après. Bah en fait, c'est des gens, ils sont dans une situation qui n'est pas la bonne. Aujourd'hui, on a tous trop d'informations. Ceux qui arrivent à être inbox zéro, je les félicite. Notre problème à nous, c'est d'être capable de filtrer l'information. Et en fait, le meilleur manager, c'est celui qui est capable de filtrer l'information et de s'assurer que la personne dans son organisation qui a besoin d'une info l'a. Dans Scheduler, tu mets uniquement la partie planifiée ou il y a aussi une idée d'orchestration comme on peut retrouver dans pas mal d'outils en fait, qu'on utilise aussi nous? Si, c'est vraiment une partie d'orchestration, tu vois. C'est vraiment un truc qui est… en fait, non seulement le scheduler, c'est planifier, mais c'est surtout l'orchestration. C'est-à-dire dire, je sais que tel groupe va faire tel truc, et après, éventuellement, laisser ce groupe en autosuffisance. Et ça, c'est le point qui est très important à comprendre, c'est qu'un manager qui scale aujourd'hui dans une organisation qu'on va vouloir le plus horizontal possible, c'est un manager qui fait confiance. Je m'explique. Et je vais essayer de donner des exemples. Je travaille chez Clever Cloud, je travaille avec des gens qui sont, je pense, la plupart du temps, bien plus brillants que moi sur la plupart des métiers qu'on adresse. Pour autant, mon boulot, à moi en tant que manager, c'est de m'assurer que les gens arrivent à bosser entre eux. Mon deuxième boulot en tant que manager, c'est de m'assurer que ces gens, quand ils font leur boulot, j'essaye de trouver les mots justes pour le dire. Ils n'ont pas à supporter la charge mentale de la responsabilité. Quand tu manages des gens, d'un côté, tu assumes l'orchestration, mais de l'autre côté, tu dois assumer le fait que quand tu prends des décisions, les autres vont avoir à vivre avec et c'est ta responsabilité, en fait, de les donner. Quand Marc-Antoine, par exemple, chez nous, donc Marc-Antoine Perrenou, qui est un mec à plusieurs commits dans Linux, qui est un mec brillantissime sur le low level, vient me voir pour prendre une décision sur un point low level du kernel Linux dans notre build, je pense qu'il est parfaitement conscient que je n'ai pas spécialement la légitimité de lui dire quoi en penser. Ma légitimité, elle va être de coordonner son action par rapport au reste et de lui poser une rafale de questions, parce qu'en général, il me parle de sujets où je ne suis pas nécessairement compétent, mais je vais poser une rafale de questions pour orienter l'ensemble de ce qu'on fait dans une seule route. Et en fait, si vous avez des managers qui ne posent pas de questions avant de prendre une décision, c'est qu'ils n'ont pas traité leur syndrome de l'imposteur. Moi, je ne suis pas manager parce que je suis le meilleur ingé de la boîte. Je suis manager parce que j'ai accepté de me taper la synchronisation de tout le monde. Ce qui veut dire, de par le fait, que ma capacité d'ingénierie va nécessairement baisser dans le temps au profit de celle des autres qui vont, eux, tous se renforcer dans leur domaine d'expertise. Par contre, moi, je vais avoir la capacité de synchroniser le boulot de tout le monde, donc m'assurer que tout le monde arrive à l'heure par rapport à tout le monde, et peut-être d'avoir une compréhension globale. Ça veut dire que quand Marc-Antoine vient me voir avec une question low level, ma seule bonne réponse est de poser une série de questions pour comprendre les implications d'un tel choix. Et en général, les réponses qu'il va me fournir sont très orientées. Et en fait, la décision, de facto, ce n'est pas moi qui la prends, c'est lui. Mais j'en ai l'explication. Et, puisque je l'ai validé, j'ai l'obligation morale d'en assumer les conséquences. Et ça, c'est le point qui est très important. Tu ne peux pas prendre des décisions et pas les assumer. En tant que manager, tu es responsable. Et ça veut dire un truc, ça veut dire que tu libères tes équipes de te donner les problèmes. Si à chaque fois que les mecs prennent une mauvaise décision à travers toi, parce que tu as posé des questions, leur réponse était orientée, tu vas leur reprocher, la fois d'après, ils ne te donneront pas les informations nécessaires à ce que tu prennes une décision coordonnée. Donc, tu prends des décisions et tu assumes
le fait que la décision n'était pas la bonne. Et du coup, Parce que c'est parfois, toi. c'est pas la bonne décision. Ouais. Du coup, c'est toi qui prends aussi la décision de filtrer. On a une question, par exemple, qui demande sur quels critères, du coup, tu filtres et tu choisis, oui ou non, de diffuser une vraie information ou de la considérer comme du bruit. Est-ce que les gens en ont besoin? Ou est-ce qu'on les met dans un paquet d'informations qui vont peut-être lire, peut-être pas? Ou est-ce que c'est des informations, j'ai besoin qu'ils la lisent? Et je te dis pas que j'ai raison à chaque fois, hein. En général, je me plante un peu, hein. Tu vois. Mais du coup, quand tu filtres une info, je vais essayer de vous donner un exemple. Donc en ce moment, je construis des respirateurs. Dans la conception de ces respirateurs, j'ai une baume qui, hors électronique, doit faire 172 éléments. Donc une baume, c'est la bill of materials. C'est chaque vis, chaque rondelle, chaque putain de point de colle, vous devez le connaître dans votre système. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez plein d'éléments. Quand vous avez un souci d'approvisionnement sur un raccord de deux câbles, de deux câbles pneumatiques au sein de votre système, soit vous partagez cette information-là avec tout le monde. Et tout le monde se prend la tête sur ce sujet-là. Soit c'est les approvisionnements qui vous ont donné cette demande-là, vous leur demandez de trouver un similaire, vous prévenez immédiatement la biocompatibilité, parce qu'on va changer potentiellement un matériel dans la zone normée, donc eux, ils doivent être au courant. Et factuellement, les ingénieurs aérauliques, tant que vous n'avez pas les specs venus des approvisionneurs qui vous disent là, potentiellement, il y a un changement dans la bac de support pneumatique, vous ne leur donnez pas l'info. Ils n'ont pas besoin de savoir. Et les gens d'électronique, vous vous en foutez. Par contre, au moment où vous avez… on a fait des tests sur animaux et on a des tests sur animaux qui sont très, très bien passés. Là, la totalité des données des tests sur animal sont disponibles à tout le monde et sont mis en avant. Parce que c'est un sentiment de fierté qui permet d'emmener tout le monde vers le haut. Vous voyez la différence dans l'approche? Et en fait, tu filtres une information entre est-ce que là, tout le monde va partir en panique? Donc là, vous savez, ces fameuses personnes, dans vos boîtes, vous l'avez nécessairement, cette personne qui, sur la moindre suspicion d'un petit problème éventuel, vous colle les 3/4 de la planète en copie d'un mail en majuscule disant qu'on va tous crever. Vous voyez? Ce qui fait qu'un problème qui n'est pas qualifié devient un énorme problème. Et les gens, du coup, continuent tous à se couvrir les uns les autres. Donc, un problème qui est une suspicion, là, nous, on l'a eu, donc quand tu fais du dispositif médical, tu as des gens qui testent ton dispositif qui sont complètement indépendants des gens qui font le dispositif. Il y en a un, il fait un test, et le test est très mauvais, mais très mauvais. Et on regarde les courbes du test, ma réponse est, je pense que ton tuyau est percé. Parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse, en fait. Non, ce n'était pas possible que ce soit autre chose. Mais je pense que ton tuyau est percé, vérifie ton matériel. Je ne suis plus sur place. Par contre, il envoie un mail à tout le monde disant que le soft ne marche pas, c'est une catastrophe, machin. Le vrai mail comme ça de couvrage parapluie maximal, etc. Je laisse le truc vivre. Une journée passe. C'est un dimanche. Je me fais engueuler. Deuxième jour passe. Réunion globale du consortium industriel. Je me fais enchaîner sous prétexte qu'on n'est pas capable de stabiliser un soft. Ma réponse est de dire on n'a pas les éléments. Pour moi, là, on a un tuyau percé. Mais je ne mets personne en cause. Pour moi, on n'a pas assez d'informations pour monter à ce niveau-là d'alerte. L'après-midi arrive, bon, le tuyau était percé. Le résultat concret des courses, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu confiance en nous sur ce coup-là, et il y a des commandes qui n'ont pas été faites d'approvisionnement de matériel du coup électronique qui nous ont été soufflés par d'autres gens. Et tu es là, tu avais vraiment besoin de mettre le feu à la baraque. Quand vous avez une suspicion, vous la faites remonter à la personne en charge de régler les problèmes de suspicion. Et tout se passera bien, en fait. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que pour que les gens vous fassent confiance, vous devez avoir prouvé que quand on vous demande d'accepter la charge mentale d'un problème, vous l'acceptez en tant que manager. Et là, on est typiquement sur quelqu'un qui a l'habitude qu'un manager mette les problèmes sous le tapis parce que c'est un manager intermédiaire qui préfère mettre les problèmes sous le tapis. Et ça, c'est cataclysmique. Vous voyez ce que je veux dire en termes de différence?
ou pas du tout? Si, c'est bien. Ça répond à ta question ou pas du tout? Ouais. C'est parfait. On avait du mal à cliquer sur le demute, c'est pour ça. Non, ouais, après, comme tu disais au début de ton intervention, c'est très aussi, pour le coup, contextuel et aussi selon la société où tu es, parce que il faut que tout le monde partage cette vision pour arriver à ne pas tomber dans ces pièges-là, quoi. Alors, en fait, dans mes réflexions sur comment travailler ensemble, je parle souvent des gens qui sont managés et pas seulement des managers. Quand tu es manager et que tu as des problèmes pour être capable de coordonner, imaginons que tu as un chef irascible qui passe son temps à demander du contrôle. Et ben, en fait, des gens comme ça se gèrent. Une personne qui est en manque de contrôle, la meilleure façon de s'en débarrasser et de la calmer, c'est de lui en donner énormément. Si vous avez quelqu'un qui est dans le contrôle, vous lui écrivez 3 rapports par jour, longs comme ça, de tout ce que vous faites tout le temps. En fait, vous faites ce que j'appelle du déni de service appliqué à la personne. C'est-à-dire que vous lui avez tellement écrit, il est tellement rassuré, vous faites baisser son niveau de stress et en 3 semaines, il vous foutra la paix. Parce qu'en fait, ce que tu lui dis, c'est que par contre, ce niveau d'écriture handicape complètement ta capacité à effectuer. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est de lui dire, soit c'est ton boulot, soit c'est le mien, mais du coup, moi, je ne suis plus productif. Je ne suis uniquement qu'élément de coordination. Est-ce que tu veux que je redevienne productif? Il faut me rendre de la latitude. Mais il faut jouer son jeu en fait au démarrage. La personne est en stress, il faut accepter son stress. On ne sait pas pourquoi elle est en stress. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans? Oui, tout à fait. Tous les gens qui, dans le management, sont dans un contrôle inacceptable des gens, et moi j'appelle ça les gens qui confondent les gens avec des crayons. Je m'explique. J'ai déjà vu des gens comme ça, où en fait, ils ne managent pas les gens en leur disant « fais quelque chose et règle un problème ». Ils se mettent derrière eux et leur disent quasiment où cliquer. Ces gens-là confondent les gens avec des crayons. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante. Ça veut dire que la personne est nulle en management. Ça veut dire qu'elle ne sait pas faire confiance, elle ne sait pas coordonner du travail. C'est des gens à qui il faut dire, OK, manifestement, tu es très occupé, tu ne peux pas perdre autant de temps avec moi. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tu me dises exactement ce dont tu as besoin? Et en fait, c'est des gens, ils ont besoin qu'on apprenne, ils ont besoin d'apprendre le management. Il ne faut pas oublier que, notamment en France, vous êtes sur des populations de gens qui ont l'impression qu'ils doivent savoir de façon immanente d'où leur vient leur capacité managériale. En fait, le bon manager est manager quasiment de choix divin, en fait. C'est génétique, si vous préférez. Et ça ne peut pas marcher, en fait, une telle approche. Donc, en fait, la bonne façon de gérer ce type de gens-là, c'est de gentiment les mettre dans un schéma d'apprentissage. Et on a tous le problème. Moi, j'ai eu le problème avec des cadres chez Clever, à qui ça a été très compliqué de faire accepter en des mois que le management, c'était pas une qualité, c'était un apprentissage. Et donc, il allait falloir qu'ils lisent des bouquins de management et en discutent. Et pour moi, le management, c'est essentiellement du compagnonnage. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre le management avant d'être en position de management. Et la seule solution, c'est d'en parler avec d'autres managers qui ont un peu plus de bouteilles ou qui rencontrent des situations et avec qui tu peux avoir une discussion. Et une de ces solutions-là, c'est de nourrir ton débat avec des bouquins de management. Et en vrai, des bouquins de management, il y en a des bons et des mauvais. Et il y en a surtout des bofs. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lire des bouquins de management. Ce qu'il faut, c'est dialoguer avec le bouquin que tu lis. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu peux prendre régulièrement un bouquin de management plus ou moins bien. Il y en a un paquet. Je peux vous donner des noms si vous voulez. Mais ton ambition, en fait, c'est d'être en dialogue avec ce bouquin-là. Et si tu es manager et que tu souffres de cette situation-là, c'est également ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dialoguer, toi, avec un bouquin, de façon à essayer de comprendre les problématiques de l'autre et l'aider à se former. Et en fait, il faut complètement dialoguer avec des bouquins de management. Alors, en bouquin de management, parce que je vois que c'est une question, il y a, mine de rien, The Art of the Start, donc l'art de se lancer de Guy Kawasaki, qui est un bouquin assez connu parmi les startups. Il a des bonnes idées et des mauvaises idées. Franchement, il y a des choses très très bien dedans, il y a des choses cataclysmiques. Moi, mon bouquin favori, je dirais, c'est un bouquin qui s'appelle
Finding and Hiring the Next Steve Jobs. Donc, trouver et embaucher le prochain Steve Jobs. C'est un bouquin qui a été écrit par Nolan Bushnell. Donc, Nolan Bushnell, c'est le fondateur d'Atari et d'une paire d'autres compagnies comme Steak and Cheese, qui est une grosse chaîne de fast-food aux États-Unis. Enfin, c'est un mec qui a créé pas mal de belles boîtes, en fait. Et c'est le premier employeur et probablement un des seuls employeurs de Steve Jobs, en fait. Qui, quand le mec faisait le truc, il faisait son, enfin, il avait sa boîte et Steve Jobs bossait chez lui. Et en fait, c'est pas un vrai bouquin de management dans le sens où ils sont pas là pour te donner des cours ou quoi que ce soit. C'est un bouquin dans lequel tu as des anecdotes de la vie d'Atari. Et en fait, en les lisant, moi, je sais que j'ai lu ce bouquin à un moment où j'étais où j'étais en difficulté dans ma façon de gérer Clever et où j'étais en train de faire une erreur, j'étais en train d'essayer de faire comme on fait ailleurs. Et en fait, en lisant le bouquin, j'ai compris que je faisais une énorme connerie. Qu'en fait, ça n'avait aucun intérêt pour personne que je fasse ce qu'on faisait ailleurs et que mon instinct était bon dans ce cas-là. Et ça m'a permis d'aller mieux. Les vidéos de coup d'état d'Oussama, pareil, il y a à boire et à manger, il y a des choses très bien dans les vidéos de The Family. Et pareil, il faut les écouter et en prendre comme du pain béni. Il faut dialoguer avec dans ta tête. Il faut savoir où est-ce qu'on est. Surtout que si vous écoutez tout ce que dit Oussama, souvent il dit une chose et son contraire. Et ça ne veut pas dire qu'en fait, il a tort. Ça veut dire que les deux sont vrais. Parce qu'en fait, l'humain, c'est complexe. Et donc, en fait, parfois, les deux sont vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Quoi? On a une question justement là-dessus, Quentin. Sur le terrain, on voit que souvent les développeurs passent manager, mais du coup, est-ce que, c'est un passage obligé? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui doit amener logiquement un développeur à passer manager? En dehors de la promotion salariale, qui est souvent un des arguments. Ouais, c'est ça, c'est soit de la personne, soit même des pyramides en fait de responsabilité, souvent des parades dans des structures de dire tu veux gagner plus, mais deviens manager. Et à l'inverse, je veux gagner Alors, plus. la première raison pour moi, ça doit être que si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est en soi une bonne raison pour le faire. Tu vois. Parce que ça veut dire que tu reprends le contrôle sur cette fonction-là. Et donc parfois, ça peut être une bonne raison de reprendre le contrôle. Ça peut être une bonne raison. La deuxième raison, c'est si tu acceptes de ne pas rentrer dans un club où du coup tu vas devenir autre chose que toi-même, mais que tu restes les deux. Aujourd'hui, moi, je gère plusieurs boîtes. J'ai beaucoup de gens avec lesquels je bosse. Je continue à taper du code. Je suis toujours un ingénieur et toujours un développeur. Et j'ai absolument pas changé cette partie-là. Parce que je pense que ça fait partie de ma valeur ajoutée pour les structures que je manage, que je sois toujours dans une vision d'ingénieur. Par ailleurs, j'ai un grand dossier, si on voulait, on pourra en parler plus tard sur pourquoi je pense qu'il faut plus d'ingénieurs à la tête des boîtes et entre autres dans le management en France. Mais c'est tu vois, je pense que un développeur, il peut devenir manager parce que ça l'intéresse, mais faut pas en fait, il ne faut pas changer de club. Il faut continuer à développer et il faut imposer un style. Et je pense que la meilleure façon d'imposer un style, c'est vraiment d'être capable d'emmener les gens dans la bonne situation pour créer quelque chose de qualitatif, franchement. Et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, je pense que beaucoup de développeurs sont capables de le faire. Et je pense que l'expérience est intéressante à partir du moment où passer manager ne signifie pas renoncer au fait d'être dev. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et je pense que le fait de le faire peut parfois être extrêmement enrichissant en fait. Je ne parle pas d'argent là, je parle vraiment de… Moi, je trouve que mon boulot d'aujourd'hui est très intéressant. Compliqué, c'est beaucoup plus difficile d'avoir raison. En fait, quand tu codes un truc, tu codes un truc. Et factuellement, à la fin, globalement, ça marche ou ne marche pas. Quand tu fais du management, tu passes ton temps à te planter. Parce que les humains, ça ne fonctionne pas pareil. Et le meilleur manager du monde passe son temps à avoir des soucis. Vraiment. Et je fais des erreurs encore que rétrospectivement, je trouve de débutants. Après, parce que c'était pas dans le moment, parce que machin, parce qu'il faut être toujours dans le contrôle. Enfin, moi, par exemple, chez Clever, vous pouvez me demander, je ne pense pas avoir élevé la voix une seule fois sur qui que ce soit.
parce que je considère que c'est inacceptable. Enfin, on fait des boulots, tu consacres 8 à 10 heures de ta vie par jour à ton job. Si c'est pour se faire engueuler, pour que ce soit un mauvais moment, enfin, je trouve que c'est inacceptable en fait. Et vraiment, moi, je considère que le travail, c'est une œuvre commune pour faire un truc en commun de mieux. Et pour moi, ça n'a jamais été une histoire de devoir ou de quoi que ce soit. L'idée, elle est littéralement de dire, OK, on a des problèmes à résoudre, comment on les résout? Et donc, il faut quelqu'un dont le boulot, c'est découper le problème en petits problèmes que les gens peuvent s'approprier et d'assumer les succès et les échecs du truc. Et en fait, c'est un boulot qui est à la fois ingrat et intéressant. Et en fait, les deux sont vrais. En fait, il n'y a pas de choses qui sont fausses. Et du coup, comme ce que j'expliquais, ça repose essentiellement sur la confiance. Et donc, du coup, tu dois empowerer des gens en qui tu fais confiance. En fait, comme les gens sont décevants par nature, c'est des humains, ils ne font pas ce que tu attendais d'eux, régulièrement, tu vas être déçu. Et donc, être manager, c'est accepter de base de se prendre un certain nombre de baffes dans la gueule et d'y retourner. Parce qu'il ne faut pas être amer de ça. Parce que la prochaine personne avec qui tu vas bien t'entendre, elle n'est pas comptable des 72 autres avec lesquels tu t'es engueulé avant. Et je vais vous donner un exemple sur la confiance. Donc, je crée Macaire. Donc le 17 mars, j'appelle Baptiste Jamin et Valérian Saliou de CRISP. J'appelle Emmanuel Feller, que vous connaissez probablement, qui bosse chez Clever. Et j'appelle Pierre-Antoine Gouraud, que vous ne connaissez certainement pas, qui est PUPH, donc professeur universitaire praticien hospitalier à Nantes. Et je leur dis, on va créer des respirateurs. Donc, on se lance tranquillement dans notre dossier. Et moi, je commence à agréger des gens. Donc, je n'agrège pas des gens en faisant un grand appel sur Twitter, parce que sinon, j'allais me retrouver dans une catastrophe absolue. Trop de gens avec beaucoup de bonne volonté d'un seul coup, et tu ne sais pas quoi faire. Il y a des projets qui ont fait ça. Hein. Il y a des projets de ventilateurs, ils ont fait ça. Ils étaient 2000 sur un Slack. Et la dernière fois que je les ai vus, ils étaient en train de commencer par mettre en place une structure bureaucratique de décision. Parce qu'en fait, trop de gens, trop de complexité, trop de médiocres aussi dans le tas, incapables de bosser. Pas les bonnes compétences, ça part en cacahuète. Donc moi, je diffuse dans peu d'informations et je vais aux marges de mon réseau, vraiment sur les médecins, les ingénieurs aéroliques, vraiment aux marges de mon réseau. Le samedi d'après, je reçois un coup de téléphone d'un mec que je n'ai jamais entendu parler, je ne connais pas sa boîte, je ne le connais pas. Je s'appelle, bonjour, je m'appelle Eric Honecker, je dirige une société qui s'appelle Diabeloop, on construit des dispositifs médicaux. J'aime bien votre approche, c'est sympa. Donc, le mec avait vu mes vidéos sur lesquelles je structurais notre approche. Il avait vu ma façon de communiquer, machin. Mais bon, là, il va falloir faire un dispositif médical. Comment on fait un dispositif médical de votre truc? Je lui donne mes avis en lui disant, je ne suis pas du tout spécialiste, machin. Il me donne son avis. On a une discussion de 15-20 minutes, en fait. Au bout de 15-20 minutes, le mec me dit, je vais vous aider. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça fait yes! À ce moment-là, en 15-20 minutes, le mec m'avait donné tellement confiance, je lui ai largué la partie réglementaire. Et factuellement, je pense que ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup plus parlé avec Eric qu'avec ma compagne, parce que c'est un autre souci pareil. Mais lui aussi, hein, de son côté, il a le même problème. Et on est devenus hyper potes, on ne s'est jamais vus. Hein. On bosse uniquement par Skype, enfin par Zoom et Slack. Et il a monté toute la partie faire un vrai dispositif médical chez nous. Il a créé une équipe qui doit faire 60 personnes. Il a mis beaucoup de ressources à notre disposition. Et en fait, ça, c'est basé sur un truc, c'est basé sur un feeling. Et je ne dirais pas que ce que j'ai fait était rationnel. J'ai pris un pari, et j'ai pris un pari qui engageait tout le monde, donc les 250 personnes du projet, en me disant, cette personne-là est la bonne personne pour gérer ça. Pari gagnant. Est-ce que j'ai bien parié à chaque fois? Non, probablement pas. Parce que tu ne peux pas gagner à chaque pari. Mais si tu veux, le point qui était important, c'était ça. Et quand on a commencé à grossir, dans le cas de Maker, hein, pour expliquer, quand on a commencé à grossir très vite, j'ai mis à fond un point qui était très important, qui était de dire la communication doit être parfaite. Et pendant 10 jours, j'ai utilisé à fond quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Yann Orto, qui est un mec adorable, mais qui est quelqu'un qui va mal supporter une grosse charge émotionnelle. Et il a bossé comme un fou pendant 10 jours. Et toute la circulation de l'information du début du projet, c'est Yann qui l'a faite. Et je savais qu'à un moment, Yann ne tiendrait plus. D'ailleurs, ça s'est passé. Il a fait son mini burn-out et il a dû arrêter de bosser. Mais l'information était structurée. Et en fait, en faisant ça, sans s'en rendre compte, il avait déjà sauvé le projet. Et ça, c'est une vraie question managériale. À quel moment tu joues cette carte-là? Et est-ce que tu te dis que c'est le bon moment ou pas?
Et je suis très fier de ce qu'il a fait. Il est très fier de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il se repose. Et c'est comme ça que tu structures le truc. Et du coup, c'est le moment où tu dois être sûr que la circulation de l'information est parfaite et où tu sais très bien que toi, tu es débordé. C'était un moment très bizarre. J'étais en triple call en permanence. J'avais très souvent deux conversations, deux sur mon téléphone, deux conversations sur mon ordinateur. En jouant avec les mutes d'un peu tout, j'arrivais à peu près tout suivre. C'était très compliqué. Il était évident que je ne pouvais pas gérer l'information seul. Donc, on a structuré avec plus de gens pour gérer l'information. Et ça, c'est la façon dont tu gères les choses. Effectivement, pour moi, le point qui est important ici à comprendre, c'est que la compréhension produit était le centre du truc. C'est-à-dire que moi, je comprenais le produit qu'on devait concevoir uniquement en discutant avec plein de personnes. Et donc, en fait, moi, j'ai une vision très parcellaire de tout. Et mon boulot est de faire circuler l'information dans le tas. Et c'est comme ça que je fais ce boulot-là. Donc ça, c'est important de bien comprendre que la confiance, elle est au centre. Et c'est à la fois quelque chose de positif et de négatif. Et la confiance, ça veut dire tu ne peux pas fliquer les gens sur leurs horaires de travail et leur lieu de travail. Enfin, franchement, moi, j'ai autre chose à foutre de ma vie. Si les gens ils ont besoin d'une garderie, bah, qu'ils aillent chercher une garderie. Il y a des tas de boîtes qui fonctionnent comme ça à l'extérieur. Chez Clever, les gens qui bossent, ils sont heureux de bosser, ils sont satisfaits de bosser. Et donc, ils bossent dans le bon sens. Et si quelqu'un n'a pas envie de bosser un jour et qu'il bosse une nuit à la place, parce que ça change à ma vie, enfin, voilà. Le deuxième point qui est important à comprendre, c'est la culture. Les gens ont des cultures différentes. Et pas, je ne parle pas de culture au sens juste culturel entre l'Asie et l'Occident ou je ne sais quel grand découpage comme ça, mais les gens ont des cultures profondément différentes. Si vous prenez quelqu'un qui est policier, sa culture, c'est le respect de l'ordre. Et il aura toujours l'idée que si on met un policier, une caméra de surveillance, etc., enfin, tous ces outils-là derrière chaque personne, à la fin, bah, la loi et l'ordre seront respectés. Et factuellement, il a raison. Et donc, c'est pour ça que toute personne bossant dans le sécuritaire aura nécessairement une tentation sécuritaire. Ce n'est pas anormal, c'est sain, c'est leur boulot, c'est leur construction. À l'opposé de ça, un défenseur des libertés sera toujours dans une volonté d'une liberté maximale. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'être politique, parce qu'en fait, tu fais la synthèse de ces deux-là, tu écoutes les arguments de tout le monde et tu essayes de trouver une eau tiède acceptable pour tout le monde au milieu de ça. Et ce que je veux expliquer par là, c'est que la culture, ce n'est pas quelque chose dont il faut se séparer. Très souvent, je vois des organisations où la culture managériale est l'absence de conflit. Il ne faut pas confondre le conflit avec la friction. Je m'explique. Être en conflit, c'est normal. Ne pas avoir le même avis, ne pas avoir la même pratique sur quelque chose est parfaitement normal et, à mon humble avis, extrêmement sain. Par contre, mal se parler et être incapable de bosser ensemble en dépit de ça, c'est refuser, c'est une mauvaise chose. Donc, il faut empêcher le conflit armé de se produire, mais il faut accepter la friction. Je vous donne un exemple dans ce que je fais. Donc là, quand on fait des maquettes, très concrètement, j'ai un labo de R&D où on produit des prototypes. Et en fait, vous vous en rendez pas compte quand vous faites un prototype. Mais vous dites, ah bah là, ça rentre pas très bien, on va mettre un petit coup de râpe, et puis là, on va rajouter ça, machin. Et puis, du coup, quand vous amenez aux gens qui font l'industrialisation, donc qui ne vont pas produire une machine, mais 10 000, vous leur dites, bah voilà, c'est simple, il y a juste à reproduire. Mais en fait, reproduire, ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ce que vont vouloir un industriel, c'est un nombre de gestes, des gestes précis, des gestes simples, parce qu'il va falloir expliquer l'histoire à 80 personnes différentes et que tu ne peux pas leur expliquer la totalité du flux aérolique, etc. et leur dire, bah si, c'est logique, tu vois bien que c'est pour ça qu'il faut donner un coup de râpe là. Parce qu'en fait, tu ne peux pas leur expliquer la totalité de la réflexion qui a mené à ça. Et donc, en fait, eux, ils vont avoir besoin que ce soit simple, que ce soit industrialisé, que ce soit figé. Et toi, en tant que R&D, tu veux toujours rajouter des trucs. Et donc, eux, ils vont vouloir figer. De là, il y a deux façons de le faire. Soit les industriels passent leur temps à te dire que tu n'es qu'un connard et que tu fais chier, ce qui est vrai. Soit tu réussis à figer régulièrement ce que tu fais et tu acceptes une part de fige et une part où tu dis, bah, ça, je suis désolé, je ne peux pas le figer. Et ça, c'est un point qui est important. Et les deux ont raison. C'est-à-dire que la R&D a raison de vouloir pas figer et l'industriel a raison, enfin l'industrialisation a raison de vouloir figer.
comme la biocomp a raison de te demander la totalité des matériaux. Et toi, tu as raison de dire oui, mais tel matériau, il m'arrange bien parce qu'il est collant. Et tu vois, tu comprends bien que là, il y a des trucs, j'ai besoin de les coller. Et les gens de la biocomp te disent oui, mais tu es gentil, mais en biocompatibilité, on ne peut pas mettre de colle dans le machin. Parce que si c'est dans le flux d'air du patient, bah, en fait, c'est quand même vachement néfaste pour lui. Et donc, en fait, ils ont raison. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'un mauvais manager des temps modernes, ou beaucoup dans l'IT aujourd'hui, on a une espèce de ce que certains vont appeler du politiquement correct. Un mauvais manager, c'est quelqu'un qui va chercher à éliminer la friction. Il faut accepter la friction, il faut la rendre supportable par les gens qui la vivent. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la friction comme étant un processus créatif. Et en fait, un processus créatif inclut de la friction. C'est normal que les gens ne soient pas d'accord. Ce qui est anormal, c'est que les gens qui ne sont pas d'accord ne trouvent pas un consensus à la fin. Sachant que le consensus, il doit être assumé par le manager. Et c'est à ça que tu sers en tant que manager. C'est le moment où tu tranches, où tu dis on fait ça. Et oui, personne n'est satisfait, mais c'est la bonne décision et donc j'assumerai les conséquences de cette décision. Vous voyez la différence entre la friction et des catastrophes qui peuvent se produire, ou je ne suis pas clair sur ce point-là? Ben, en fait, même en agilité, on travaille essentiellement là-dessus. C'est qu'au contraire, quelque chose qui se construit avec des avis différents, c'est très sain. Par contre, dès que ça passe en… Toi, tu as utilisé le mot conflit armé. Oui, non, là, stop, il n'y a pas d'intérêt. Mais effectivement, le conflit constructif, le conflit sain, c'est ce qui aide à donner au contraire de la valeur à ce que tu as. S'ils ne t'avaient pas dit qu'effectivement, c'était dangereux pour leur santé de mettre de la colle dans le respirateur, bah oui, je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup de valeur, le produit final. Et ça c'est essentiellement une histoire de contexte. Parce qu'en fait, tes points de friction et l'endroit d'où tu parles, ils sont essentiellement liés à ton contexte, ce qui nous permet de reboucler avec le début, où je dis que le problème, c'est d'écrire. Pourquoi je dis que le problème, c'est d'écrire? Parce qu'en fait, mettre les gens autour d'une table pour parler, c'est rarement efficace. Ce que moi, j'essaie d'expliquer chez Clever, c'est qu'on ne fait pas de réunion. Alors, comme toutes les règles, bien sûr, parfois on la casse. Ce n'est pas le sujet. Mais chez Clever, il n'y a pas de réunion. Si tu as besoin de transférer une information à des gens, tu l'écris et tu l'expliques. Mais s'il te faut 2 jours pour écrire une issue longue comme ça, bien structurée, moi, ça me va. Et ça, c'est un autre problème, c'est comment tu juges ton travail. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, c'est que la plupart des gens vont dans leur contexte juger leur travail et pas nécessairement de la bonne façon. Un développeur va systématiquement lier la satisfaction du travail accompli à la quantité de code qu'il a produit. Alors qu'en fait, une issue bien structurée, une doc bien propre, chez nous, par exemple, on a Hubert Sablonnière qui est un mec extraordinaire. Hubert, il a décidé, et pas moi qui lui ai demandé, et il le fait, et ça me va très bien, je trouve que c'est génial, d'écrire des documents de review de pourquoi, sur tel sujet, on a pris telle décision. En se disant, on pourra toujours s'y référer plus tard, et surtout, on les met publics pour que d'autres gens comprennent notre approche. Et si vous allez sur les web components de Clever, toutes les décisions qui construisent ces web components, on explique notre schéma de décision là-dessus. Évidemment que ça prend du temps d'écrire ça, mais ça a une valeur importante. Et donc, pour ça, en tant que manager, c'est comment tu fais passer la culture de l'aune du travail accompli par la quantité d'informations transférées de façon qualitative. Et ça, c'est un truc qui est très important et qui est très difficile. Parce qu'en fait, il faut avoir ces processus-là. Et donc, tu crées des processus avec des issues, tu crées des processus avec un daily. En fait, il se trouve que chez Clever, il n'y a pas de daily. Le daily est écrit chez nous, c'est un channel Slack dans lequel tous les matins, on annonce, on va faire ça. Aujourd'hui, moi, je fais ça. Et donc, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Et là, on est en train de mettre en place un autre outil qui s'appelle le CC Assistant, qui regarde ce que tu as vraiment fait dans la journée, te permet de te reposer dessus, et en plus nous permet de générer des changelogs après. Parce qu'en fait, comme dans beaucoup de boîtes, on crée des features dont personne n'entend jamais parler, y compris en interne, parce que la personne qui l'a codé en est très satisfaite, l'a shippé et n'en parle à personne. Parce que pour lui, c'est normal. Dans son contexte, il a enfin shippé le truc sur lequel il bosse depuis 2 semaines. Tout le monde devrait être content. Sauf qu'en fait, si tu le dis à personne, tout le monde ne le sait pas. Et donc, il y a des features entières de Clever que même moi, j'ai découvert en fait a posteriori. Donc, on essaie de générer du changelog. Et après, une fois que tu as tous ces processus-là, il faut mettre en place l'acceptation ultime que régulièrement tu te plantes. Et cette acceptation-là, c'est de mettre en place des catch-all. Donc, quand tu es développeur, c'est la regex, vous savez, avec le point étoile. Le point étoile, c'est quoi? C'est un processus qui va te permettre de gérer les manquements de tes autres processus.
Typiquement, chez Clever, on a un truc qui s'appelle le AMA, Ask Me Anything, qui est positionné tous les 15 jours, 3 semaines, à des moments variés de la semaine. Justement, que les gens ne soient pas toujours dans le même état d'esprit, qui est tout le monde se connecte à un call et pose les questions auxquelles il n'a pas de réponse. À Quentin. En tant que ultime manager du truc, toute question n'ayant pas de réponse est nécessairement pour moi. Et soit j'ai la réponse, et en fait, c'est le moment où je me rends compte que l'information a mal circulé. Et dans ces cas-là, je donne la réponse et je me demande comment faire circuler mieux cette information la prochaine fois. Si ça a un intérêt, hein. Parfois je donne une réponse sur un sujet où je me dis, bon, ça aurait pu circuler, mais bon, je ne vais pas y réfléchir parce qu'on a autre chose à faire. Donc, c'est parfaitement valable. Soit je n'ai pas la réponse et je vais aller la chercher et essayer de mettre en place un processus pour amener cette information à être élevée. Et ça, c'est très important. Quand vous créez quelque chose, vous devez avoir des processus catch-all. Et donc, les processus catch-all, entre autres, c'est un point qui est important, c'est être capable de récupérer des trucs qui sont en catastrophe. Typiquement, même procédure dans Maker. Maker, il y a des équipes, il y a du Slack, il y a des process. Tout le soft, bon, bah, c'est comme en 40, hein, on a du GitHub, on fait des issues, tout ça. Enfin, là-dessus, on est comme d'hab. Et tout le reste, Ask Me Anything. Les premiers Ask Me Anything ont été très longs parce qu'en fait, j'avais énormément de choses à apprendre. Je ne suis pas industriel, moi, à la base. Donc, tout ce qu'on faisait pétait. Et donc, il fallait que je comprenne pourquoi ça pétait. Et ça, c'est un truc qui est très important. C'est qu'en tant que manager, quand tu fais ça, c'est clairement te mettre au milieu de l'arène et répondre à tous les problèmes. C'est donc te mettre en risque. Et il faut accepter du coup ce côté qui est de dire, moi aussi, mon boulot, il est technique, il est compliqué. Et en fait, je n'ai pas raison à chaque fois. Vous voyez le point qui est très important dans cette histoire-là, qui est d'accepter en permanence sa part de faiblesse. Parce que accepter sa part de faiblesse, sa part d'erreur, en fait, elle va te permettre de faire en point de gérer ça. Et c'est pour gérer la totalité de ces points-là qu'il faut automatiser. Et c'est pour ça que Clever, c'est un truc qui est très important, c'est que tout processus automatisé ne faisant plus intervenir des humains, donc par exemple gérer les serveurs, dans le cas de Clever, ce qui est énorme hein, si tu y réfléchis bien. Si on prend la totalité des réunions qui impliquent des ops et des devs, bon, bah, c'est quand même complètement démentiel. Eh ben, tu l'automatises et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que les gens peuvent se concentrer sur autre chose. Et c'est fou le nombre de trucs qu'il y a à faire dans une entreprise. Donc moi, je pense que tout le monde aura toujours du boulot. Moi, je ne suis pas sur la fin du travail. Je n'y crois pas. Il y aura toujours du boulot pour des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on peut automatiser au maximum. Et je ne comprendrai jamais les gens qui ont peur pour leur boulot. D'abord parce que je détesterais humainement être comparé à un grille-pain. Je veux dire, si mon boulot est faisable par une machine, fine, genre que la machine le fasse. Et ensuite, parce que je trouve ça dégradant pour l'être humain, enfin, vous voyez bien le problème. Et ensuite, vous voyez bien pourquoi l'automatisation, à ce moment-là, elle prend tout son sens. Et c'est pour ça que chez Clever, on passe notre vie à automatiser. Comme je vous dis, on a le CC Assistant. En fait, c'est de l'automatisation d'une partie de mon management qui consiste à aller chercher des informations. Voilà, il y a une partie des informations, normalement, qui vont être faites en automatique. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que du coup, vous ne vous sentirez plus jamais en difficulté pour de mauvaises raisons. Une petite question, Ouais. alors, qui était sur un truc que tu as dit il y a quelques minutes, mais qui, je pense, peut intéresser pas mal. Quand tu parlais justement de le fait d'être en remote, donc ça oblige les gens à réfléchir. Et justement, c'est quand tu as un conflit, une friction, mais un peu importante en remote, comment tu fais quand au final, parfois, effectivement, ça a du bon d'être en one-to-one pour se dire droit dans les yeux et puis les choses, alors que parfois en remote, le textuel, en fait, chacun potentiellement interprète les choses comme il le sent et reste dans son truc en disant, en plus, en gros, il se fout de ma gueule, il continue à m'attaquer, tiens, je vais réattaquer par-dessus, etc. Et en fait, ça, comment vous faites pour quand tu as tout le monde qui est en remote, à un moment donné, dire, en gros, on siffle la fin de la récré, faut s'appeler, ou est-ce que ça n'arrive pas parce que vous êtes habitué? Tu le fais. Moi, quand je sens que c'est conflictuel, j'appelle. Parce qu'en fait, ça veut dire que typiquement, le truc dont je parlais au début, qui était tout le non-verbal, encore une fois, tu as tes 39 bits d'informations à la seconde qui circulent et tout le non-verbal ne passe pas. Et en fait, tu t'appelles en faisant rien d'autre en même temps et tu dis, il faut qu'on traite ce sujet-là. Et en fait, là, tu dis, bon, moi, mon point de vue, il est là et c'est comme ça que je vois les choses. Et ça, c'est quelque chose que moi, je dis très souvent. Alors ça, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je vois les choses. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison. C'est-à-dire que là, la façon dont je comprends les choses actuellement, c'est ça. Et ça, c'est le moment où j'ouvre en fait la porte aux gens en leur disant « Explique-moi ta façon de voir les choses parce que là, j'ai probablement tort dans ma vision. »
pour qu'on en arrive à pas être d'accord à ce point-là, c'est qu'on ne se comprend pas et qu'on n'a pas le même objectif sur la chose et qu'on ne met pas les mêmes choses derrière. Et ça, effectivement, il faut le faire en call. Il faut le faire en call et c'est compliqué. Et les gens qui refusent la conversation à ce moment-là, c'est vraiment des gens traumatisés. C'est très, très, très difficile. Il faut leur dire, on peut pas… En fait, c'est le moment où il faut crever l'abcès, en parler et tomber d'accord sur quelque chose. Mais on ne peut pas, pour l'éternité, s'engueuler sur un sujet comme celui-là. Et c'est très clair. Et tant qu'on t'a dans les questions, des exemples de process, tu parlais d'automatiser tout ce qui est automatisable, de ne pas garder en gros des choses qu'une machine ne peut pas faire en place. Tu as des exemples comme ça de process chez Clever qui sont automatisés et qu'on ne rencontre pas forcément de prime abord ailleurs? Alors, qu'est-ce qui est très automatisé chez Clever? Bon, bah, tout ce qui est gestion de compte, tout ça, c'est très automatisé. Une partie dans l'organisation, la remontée d'informations est très automatisée. Pour l'instant, c'est des bouts de script dégueux dont je me sers. Bientôt, ce sera plutôt le CC Assistant. Avec beaucoup de reminders qui sont faits, qui te disent est-ce que tu as bien filé ces infos-là à machin? Parce qu'en fait, les gens oublient systématiquement qu'ils n'ont pas filé l'info. Mais vraiment. Et ça, c'est important de le voir. Les gens oublient. La gestion de la thune est très automatisée chez Clever. Et en même temps très transparente. Et ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, moi, je pense que c'est plus simple d'avoir un discours serein quand tout le monde sait d'où tu parles. Si tout le monde sait combien je gagne et combien gagnent les autres, pour moi, on est bon, quoi. C'est plus simple à vivre. Vous mangez là, c'est ça? Transparence. Bah, laisse-moi en call. Ouais, je suis en call, mais je vais faire tous les deux en même temps. T'as fini ta compte ou... Pas totalement. Ok. Bah, je te laisse ça là. Yes, ça marche. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le sous-tendant de cette situation un peu étrange, où en fait, je suis dans un showroom d'aspirateurs, c'est que du coup, je me suis déplacé pour Macaire, donc notre système de respirateur, chez un partenaire industriel. Donc, j'en suis dans l'usine d'aspirateurs. Donc, voilà. D'où la déco. Et du coup, on n'a pas mangé. Du coup, on m'amène un McDo, parce qu'a priori, c'est tout ce qu'on a trouvé dans la zone industrielle. Ça aurait été mieux reçu à Tours, hein, promis. Est-ce qu'il y a peut-être… je ne sais pas si j'ai été utile dans mes transferts d'informations là, sur le management et sur comment j'essaye de gérer ça. Vous avez tous les deux été super utiles. La mise en image de ce que tu dis par Horatio est juste tip-top et évolutive, donc c'est juste génial. On te le réclamera, Horatio, hein, pour pouvoir le partager si tu veux bien. Je ne sais pas si d'autres ont encore des questions. Je vois, très utile. Trop classe la déco du salon avec le mur d'aspirateur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on pourra, il faudra vraiment le faire aussi en vrai à Tours, se revoir et refaire un petit meet-up. Ouais, surtout, moi, j'ai une vraie volonté de travailler sur cette notion de travailler ensemble. Et je pense que j'ai essayé d'expliquer aux gens comment être managé mieux, comment apprendre à son manager, comment bosser mieux et comment essayer de manager mieux les gens. Je pense que le terme de management est vraiment connoté par des gens qui essayent de prendre des décisions pour d'autres. Alors que pour moi, c'est vraiment le boulot de répartir le boulot et assumer le fait que cette répartition se passe bien. Et je pense que la partie assumée est hyper importante en fait dans ce truc-là. Et vous êtes tu vois que on est une vingtaine chez Clever. On est une vingtaine. Il y a des bureaux à Paris et il y a des bureaux à Nantes. Et on a des gens qui sont full remote. En général, les juniors, quand je les recrute, je leur demande de passer tous les 15 jours à Nantes. En présentiel, du coup, d'accord. Ouais, okay. Parce qu'à mon avis, ils doivent apprendre la culture. Et la culture, c'est compliqué à transmettre autrement que en étant sur place, en rencontrant les gens, en allant boire des coups avec eux. Pour s'imprégner, en fait. Ouais, pour moi, la culture, c'est quelque chose d'important là-dessus. À partir du moment où vous recrutez des gens, c'est un autre sujet, mais quand je fais les coûts sur une personne, un ingénieur, tu le payes cher. À partir du moment où tu payes cher tes ingénieurs, il y a plusieurs conséquences et corollaires à ça. Quand un ingénieur
te demande un ordinateur de qualité, tu lui payes un ordinateur de qualité, tu lui payes ce qu'il a envie comme ordinateur. Parce que économiser 400 balles amorties sur 3 ans sur un ordinateur, il faut arrêter. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça frustre tout le monde, c'est pénible, ça n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est quand tu fais beaucoup de remote, et notamment des gens à qui tu ne payes pas nécessairement un bureau full-time, etc. Et bien là, tu payes des déplacements. Et le fait que les gens viennent et boivent des coups, bah, tu le payes. Et en fait, ça ne va pas nécessairement changer beaucoup tes sous là-dessus. Au lieu de faire des économies, tu vas rester à budget constant. Mais ça va te permettre d'aller vers des équipes très solides. Et chez Clever, on a beaucoup de gens, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. Enfin, Clever a 10 ans, il y a des gens, ça fait 15 ans que je bosse avec eux. Et il y a énormément de gens, on les a recrutés comme stagiaires, puis comme apprenants, puis d'apprenants, ils sont devenus salariés, puis associés. Bon, bah, ça veut dire que tu as créé des gens qui sont dans la bonne culture, qui sont contents chez toi, ils sont heureux, et tu as créé un bon écosystème. Et les gens sont contents. Et si les gens commencent à faire des enfants, etc., ça veut dire qu'ils sont bien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin, tu vois. Et Pas c'est une bonne forcément dans les locaux chose. de Clever, on est d'accord. Quoi? Pas forcément dans les locaux de Clever qu'on fait les enfants. Hein, c'est... Non, non, c'est même enfin, c'est statistiquement probable. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques sur le sujet. Mais c'est statistiquement probable, mais théoriquement non volontaire en tout cas. Enfin, je ne pousserai pas cette idée. On a quelques questions un peu autour de ça, de comment s'organiser. Une question peut-être intéressante. Tu as déjà eu des gens qui vivaient mal au final le remote et où du coup tu t'es rendu compte que… Alors est-ce que tu as pu corriger le tir si tu as vu ça avec eux ou est-ce qu'au final t'es antinomique et que c'est pas possible de continuer dans ce cas-là? Tous les gens qui vivent mal le remote sont des gens qui vont créer le remote comme étant de la solitude. Quand tu fais du remote, il faut que tu aies des endroits. Si tu es full remote, tu vois, il faut que tu aies des endroits où tu vas avoir du monde et que tu te crées ta communauté du boulot, pas au boulot. Prenons l'exemple de Hubert Sablenière, qui est un senior et qui a fait beaucoup de remote. Hubert, il est factuellement pour l'instant le seul de Clever Cloud à Lille. Il va tous les jours dans un coworking, ou pas tous les jours, enfin je m'en fous. Mais on lui paye sa place dans un coworking où il a son réseau de gens avec qui il aime bien discuter autour d'un café. Et ça me va très bien. Je voudrais bien, si je me permettre, faire une petite intervention simplement pour rappeler tout le monde que ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas de remote. C'est plutôt des confinements, des remote, souvent avec des enfants et familles à la maison, dans des conditions loin d'être idéales. Quelqu'un qui ne connaît pas le remote et que la première expérience de remote, ça a été ce confinement, c'est normal que ça ne soit pas très bien vécu. Et ça ne veut pas dire que c'est un problème de remote. Là, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qui devrait être le remote dans une période normale. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Alors moi, je n'ai pas du tout vécu le même confinement que les autres gens. Parce que du coup, comme j'ai créé un respirateur, je me suis retrouvé à faire ça avec le CEA. Je me suis retrouvé à déménager au CEA à Grenoble, à prendre des avions 4 places pour me déplacer plus vite parce qu'on avait des problèmes de… J'ai eu un confinement très bizarre. Un jour, il faudra que je raconte tout ça parce que c'est surréaliste ce qui nous arrive. Un Rex, bah ouais, carrément. Dans le même esprit, est-ce qu'il y a, pour toi, donc Clever, vous êtes une vingtaine, est-ce que pour toi, il y a en gros une taille limite? Avec la même méthode, on était à 250. Voilà, c'était l'idée que je voulais t'emmener, c'est parce que je savais que vous étiez un peu plus nombreux sur Maker. En fait, c'était ça, est-ce que le nombre, c'est vraiment limitant ou au final, la philosophie que tu nous as partagée, c'est plus une question justement de philosophie et d'envie que de nombre dans une société, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Il y a un problème de philosophie et une façon de travailler et il y a des organisations. Et si tout processus a son catch-all pour gérer le problème, ça, c'est bien. En fait, tu peux très bien faire grossir la quantité de gens que tu mets sur ce dossier-là parce qu'en fait, si tu veux, tu vas recréer des petites équipes en permanence sur chaque sujet. Et en fait, comme tu recrées à chaque fois des petites équipes sur chaque sujet, toi, tu coordonnes des petites équipes et tu essayes d'avoir une idée globale. Et après, tu prends en random des gens avec qui tu parles jamais et tu vas les voir et tu leur demandes comment ça va et tu essayes de comprendre si toute la dynamique de leur équipe est bonne. Et vraiment, en plus, tu le fais en disant je ne suis pas là pour intervenir méchamment. Je me pose la question de si tout va bien.
Je ne sais pas si je suis clair sur ce truc-là. Si. Et du coup, moi, des fois, je débarque dans des sujets, enfin, même sur ma case, je débarque dans des sujets où j'y comprends rien. Je demande si tout va bien. Et c'est le modèle. Sur l'électronique, enfin, aujourd'hui, on me demande encore mon avis sur l'électronique. Je vais être franc avec vous, en électronique, je suis nul à chier. Je suis pas Alors bon. justement, sur la compétence du manager au niveau technique, il y a une question qui fait écho d'ailleurs à pas mal de monde, je pense. Quand tu as un manager qui est complètement non technique et qui, à force de demander des informations, va un petit peu trop dans le détail au lieu de faire confiance à ses experts ou ses tech leads, c'est quoi la posture à avoir du coup? En fait, moi, je pose des questions pour comprendre. Qu'un manager pose des questions, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce que je trouve plus dérangeant, c'est les managers qui ne sont pas du tout techniques et qui s'en foutent. Enfin, je trouve que mener une équipe technique sans compréhension technique, ça pose un problème. Par contre, il y a une démarche d'ingénieur et l'ingénierie, pour moi, c'est une démarche. Et si on ne respecte pas cette démarche, ça peut vite être la catastrophe. Et ça, je pense que c'est un des points importants, si tu veux, à visualiser dans le processus. C'est que si ton manager demande, c'est bien de lui répondre, mais il faut lui répondre en lui donnant les enjeux de ton côté. En lui faisant clairement sentir aussi que tu t'attends à ce qu'il te réponde aussi avec les enjeux de son côté. Moi, j'ai passé mon temps à expliquer à des gens, là, en électronique, oui, tel truc, ce serait bien, mais on n'a pas les approvisionnements. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Quelle autre solution on peut avoir? Et en fait, tu vois, c'est une bonne réponse. C'est de dire, là, notre contrainte, c'est que ça doit marcher dans 48 heures. On ne peut pas avoir ce matos-là. Comment on invente un truc? Ça a donné des trucs aberrants. Hein. On s'est retrouvé à fileter nous-mêmes certaines tiges. Hein. Donc, c'était chiant, en fait. Mais en fait, tu vois, il y a des moments où tu vas partager comme ça l'information. Et après, en tant que manager, il faut admettre aussi que tu as beau avoir posé beaucoup de questions, tu restes nul. Tu comprends de mieux en mieux ce qu'on te dit, c'est cool, mais tu restes non expert. Par contre, moi, je pense qu'un ingénieur, c'est la bonne méthode. Aussi, tout à l'heure, tu parlais de la différence de posture entre manager et manager. Par exemple, en tant que manager, pour avoir vécu le cas sur le terrain, il y a aussi comment acculturer le manager à force de poser des questions techniques et d'orienter le choix, alors que ce n'est pas forcément celui qu'on aurait pris en tant qu'expert. Il y a aussi la fameuse liste des 3 possibilités avec compromis, en expliquant à chaque fois les tenants et aboutissants à la fois du point de vue de l'expert technique et à la fois du côté manager pour prouver que c'est bien aussi des deux côtés une recherche de solutions, un conflit intéressant mais pas armé. Ouais, après, ça dépend parce qu'il y a des fois, comme les gens sont invités à ce que tu leur présentes 3 choix, ils ne vont jamais choisir ton choix mitigé et tu vas générer ce que les gens acceptent de la dette technique ou moi, ce que j'appelle des mauvais investissements techniques. D'accord, que tu reprends plus tard du coup dans la phase parce que justement tu as donné le feu vert. En fait, il y a des fois, il y a des gens, ils vont être contre toute décision technique. Moi, j'essaye toujours d'amener une décision en disant, c'est pas un problème de décision technique ou pas technique. Là, cette décision-là, c'est un investissement court terme. Donc, si on est sur un investissement très court terme, ça me va, mais ça va craquer à telle date. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et il faut être très clair, c'est pas ça craquera peut-être, ça va craquer à telle date. Autre sujet, autre façon d'aborder le remote. C'est marrant parce que… sur ce que je pensais de la dette technique et sur les investissements. Et vraiment, je pense que la dette technique, telle qu'on l'a dit, comme ça devient une dette gigantesque, c'est très difficile à entendre pour des managers aujourd'hui. C'est une sorte de caprice de développeur, en fait. Alors que là, si tu expliques ça en matière d'investissement, c'est simple à comprendre, en fait. Et ça, c'est un investissement très court terme. Donc, si vraiment, faut vraiment qu'on s'achète une semaine, faisons-le. Mais on va la payer très cher cette semaine. Mais parfois, c'est la bonne décision. Hein. Moi, il m'est arrivé de faire des investissements extrêmement court terme dans du code, en disant oui, on s'en fout, parce que dans une semaine, on réécrit tout. Par contre, si dans une semaine, on n'est pas là, on n'est pas là. Ça marche.
On a une autre question sur le remote. Donc, comment on gère le problème d'une personne qui a l'impression de ne pas être productif en remote et qui, du coup, surcompense? Ah, tu lui prouves sa productivité. Tu fais des one-on-one D'accord. où tu lui prouves qu'elle est productive. Et tu lui prouves que, en fait, tout va bien. Et donc, pour ça, c'est vraiment faire une boucle de feedback. Quand tu es manager, une grosse partie de ton rôle, c'est ta boucle de feedback, en fait. Et donc, c'est vraiment ta capacité à dire à quelqu'un qui est en train de travailler, c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Et du coup, en tant que manager, c'est hyper valorisant. En fait, enfin, on prenait les jobs qu'on parle de management. Par exemple, les profs d'école. Toute l'éducation nationale, c'est un secteur entier de notre pays où les gens n'ont aucun management. Le résultat de ça, c'est une immense souffrance. Parce que ces gens-là, ils ne savent jamais s'ils bossent bien ou s'ils bossent pas bien. Ils sont incapables de le dire, en fait. Et donc, du coup, leur syndrome de l'imposteur, il est comme ça. En fait, en tant que manager, tu es là pour soigner le syndrome de l'imposteur des gens avec qui tu bosses, tu vois. En disant, parce que tu as fait, c'est génial. Ou alors, À la bonne place. ça fait mieux, tu vois. Mm. Et du coup, ça aide les gens à aller beaucoup mieux. Quand tu es dans un job où, en fait, on t'a vendu le fait que tu n'avais aucun chef, tu n'as aussi aucune boucle de feedback. Ta seule boucle de feedback, c'est les élèves. Donc, à présent, on sait tous que ce n'est pas une bonne idée. Et en plus, c'est de toute façon une boucle de feedback qui sera refusée par les enseignants. Donc, ces gens-là n'ont aucune boucle de feedback. Vous savez, les enseignants, ils ont 3 inspections. Hein. Au début de leur carrière, au milieu, à la fin. That's it. Voilà ta relation managériale. Résultat des courses, c'est des gens qui sont en conflit permanent avec leur institution. Tu peux nommer n'importe quel ministre de l'Éducation nationale, il y aura toujours une majorité qui trouveront que le mec est con. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de bonnes relations avec leur direction, parce que leur seule relation, elle est de sanction. En fait, il n'y a pas de relation d'écoute. Non, c'est du jugement, c'est pas de l'observation, quoi. Autre question. Là, on est plus dans les personnes qui ne sont pas forcément dans le mood du remote, ou en tout cas dans le mood des valeurs de l'entreprise dans laquelle ils appartiennent et qui font du remote. Comment fais-tu avec ceux qui n'arrivent pas à suivre volontairement ou non et qui sont toujours hors processus ou refont encore et encore les mêmes erreurs? Donc, sous-entendu, malgré la confiance qu'on Il peut y a leur donner. énormément de travail dans notre branche. Enfin, si les gens bossent dans l'IT, il y a énormément de travail dans notre branche. Tu les aides à trouver un boulot dans l'endroit où ils seront bien et tu passes à quelqu'un d'autre. Ouais, tu arrives quand même à le détecter, en fait, malgré la, entre guillemets, liberté et la confiance que tu leur portes dans leur autonomie. Vous avez une façon très simple de détecter les gens avec qui ça ne fonctionne pas. Ce sont les gens où à chaque fois que vous posez la question sur un projet qui a envie d'aller bosser avec machin, on vous répond non, là ça va. Merci. C'est storé, Ah, sauf que si c'est à toi. oui, non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on serait passé à côté parce qu'il y en a eu pas mal tout d'un coup? Sachant qu'il est 21h20, on ne va pas non plus trop abuser de. Et en plus, juste un truc sur la détection. N'ayez pas de remords. On bosse dans un boulot où il y a du boulot pour tout le monde. Enfin, être mis à la porte, c'est pas un problème. Donc, aider les gens à trouver un boulot. Parfois, il y a des gens compétents, intelligents, avec qui il y a une mauvaise dynamique qui s'est mise en place. Eh ben, c'est niqué. Et il vaut mieux traiter le dossier pour tout le monde. Sauf si vous avez tous envie de bosser, mais comme des fous sur le sujet. Vous voulez, je peux vous présenter Baptiste. Salut. Bonjour Baptiste. Salut. Très bien. Donc, Baptiste est devenu expert en ce qui est en tout ce qui est Respirateur artificiel. respirateur artificiel. Dans les fondateurs, vous savez, vous avez des gens qui vont prendre différents rôles. Vous avez des gens qui vont prendre des rôles de coordination et vous avez des gens qui vont prendre des rôles d'expertise. Bah, lui, il a pris un rôle d'expertise. Donc, on le voit moins. Mais en fait, quand j'ai une question, c'est à lui que je pose des questions. Eh ben, bravo pour tout le travail accompli alors, pour Macaire. Et moi, j'ai Et une merci question. de nous... Vous appelez Tadix, sérieux? Ah ah. Comme ça, si tu fais une faute de frappe en cherchant sur Google, tu tombes sur nous. Non, agile, DevOps, expérience. Voilà, ça veut vraiment dire quelque chose.
Et accessoirement, quand tu tapes TEDx, effectivement, tu as quelques. Ok. Et avouez, en fait, lui, sa grande spécialité dans la vie, c'est le gros hacking. Il a trouvé que c'était classe. Ah, thank you. Et merci de nous avoir prêté Quentin, du coup, parce qu'on sait qu'il est surmené. Merci à Horatio, du coup. Ton slide, il est juste magnifique. Tu nous le pousses? Bien sûr. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de mes fraises un peu plus préparées. Je crois que j'ai rarement été aussi peu préparé. Eh bien, on est fiers que ce soit avec nous. Voilà. De mon côté, je suis prêt à refaire ça quand il voudra, Quentin. Et merci beaucoup, Horatio, c'est vraiment bien ton slide. Vraiment cool. Franchement. Il est très très bien. Non, merci déjà à vous deux, à tous ceux qui sont venus aussi. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on arrive à refaire ça en physique. Alors, on a une petite idée avec Laurent côté Clever. J'ai un peu discuté avec lui. On aimerait monter un truc avec de la Maïf aussi sur tout ce qui est justement un peu passage à l'échelle. Donc, je pense que ça pourrait être l'occasion de se revoir. Mais merci beaucoup. Horatio, c'est pareil. Tu es le bienvenu quand tu veux pour nous faire un petit talk en virtuel ou en physique dans la belle région de Tours. C'est pas ton logiciel qu'on te demande. Ça sera avec plaisir, carrément. Ça marche. Et ton logiciel que tu as utilisé pour tes slides, c'est quoi? Ça s'appelle Linea Sketch. C'est un logiciel assez basique et très, très agréable à prendre en main. La courbe d'apprentissage est vraiment simple et ça permet de faire des choses comme ça facilement. Et pour moi, j'utilise la plupart des logiciels iPad actuellement. C'est celui-là que j'utilise le plus au quotidien. Ouais, mais je suis sûre que tu as un niveau en dessin aussi super haut. On va pas y arriver. Non. Et pour faire ce type de sketch note, l'idée, on pourra faire un talk sur ça si vous voulez. On n'a pas besoin de savoir dessiner. Je suis pas bon en dessin, je suis bon en gribouillage. Et c'est quelque chose de complètement différent que n'importe qui a passé l'école maternelle est capable de faire, vraiment. Mais on est pas légal si tu veux. Écoute, on prend commande. Tu viens nous faire ça à TEDx quand tu veux. On trouve une date et on les organise. Parfait. Merci à tous. Super. Merci encore à tout le monde d'être venu. Merci Quentin, beaucoup. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. Ouais. J'espère avoir été utile à des gens. Ah oui, carrément. Et on va relayer et la vidéo et tout ce qui s'est dit. Et bon courage pour Maker aussi, en espérant que ça aide beaucoup d'autres personnes. Et j'espère à très bientôt. Et en tout cas, ça prouve un truc. En France, il y a une industrie. Et quand on veut, on peut faire bosser le privé, le public, les grosses boîtes et les petites boîtes. Donc en fait, ça existe. C'est possible. Ça veut possible. juste dire que le reste du temps, on est trop feignant pour le faire. Oui, ça demande de l'énergie. Hein. C'est vrai. Ça va. Allez, on te laisse finir ton dessert. Encore merci. Bonne soirée à tous et en espérant vous revoir pour une autre session. Au revoir. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous.